Voyons maintenant quelques outils d'aide à la décision. 3 outils, l'arbre décisionnel, la matrice de décision et la matrice d'Eisenhower. L'arbre de décision. C'est un outil qui a pour objectif d'aider à visualiser les différentes options qui s'offrent à vous et vos équipes lors d'une décision à prendre. Ça permet de structurer ces options, de les décliner le plus loin possible en matière opérationnelle, de manière à pouvoir vous aider à faire un choix. Le principe de travail sur ce type d'outil, c'est l'acronyme MCE, c'est-à-dire que, vous allez le voir tout de suite, chaque branche est autonome, c'est-à-dire qu'elle représente une option complète et autonome, ce qui veut dire que le principe est de ne pas avoir à mettre en œuvre 2 options en même temps. Donc il faut partir sur des branches qui sont mutuellement exclusives, chaque branche étant elle-même déclinée en variantes. Et ensuite, chaque branche déclinée en variantes est collectivement exhaustive, c'est-à-dire que pour toutes les variantes d'une même option, donc d'une même branche, vous déclinez toutes les options jusqu'à l'opérationnalité la plus fine possible. Alors, quels sont les avantages de cet outil? C'est un outil qui est facile d'utilisation et de modélisation. Il est très graphique et compréhensible par le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en fonction du type d'agilité des personnes, certaines sont plus sur l'audition, plus sur l'écriture, plus sur le visuel. Et en fait, c'est un outil qui permet de marier les 3 approches. Et il est également un bon support d'échange, car il peut permettre du débat, de la comparaison avec vos équipes. Et puis il permet en même temps à chaque sous-branche d'identifier des nœuds potentiels dans le développement d'une option. Et la comparaison des différents nœuds peut vous permettre de choisir telle option plutôt que telle autre assez rapidement. Les limites de l'outil, les identifications opérationnelles a priori et en amont sont pas toujours aisées et parfois approximatives. Vous verrez que sur l'exemple, c'est un exemple industriel, donc ils vont jusqu'au calcul des coûts, mais ce sont forcément des coûts estimés. La prise en compte des éléments factuels et quantitatifs est plus aisée que les éléments qualitatifs avec ce type d'outil, donc il y a lieu de l'utiliser avec mesure et en même temps, dans la dynamique groupale et relationnelle, d'aborder le qualitatif en complément. Et ça peut donner ce type de format. Donc vous voyez là, notre arbre, il est penché, hein, il est couché. C'est pour la lisibilité. Et en fait, ici, dans le carré bleu, vous indiquez la décision à prendre. Et puis, en fonction des options qui s'offrent à vous et que vous identifiez, vous développez une branche par option. Donc ici, vous aurez l'option 1, l'option 2, on pourrait avoir une 3e branche ici, si vous avez 3, voire 4 options. Et ensuite, vous commencez la mise en œuvre virtuelle de chacune de vos options en identifiant la première décision à prendre dans la mise en œuvre, puis la déclinaison de chaque des sous-décisions jusqu'à l'opérationnalité. En point 5, vous avez le repérage des points
de départ des effets possibles de votre décision. Et vous pourriez avoir, par exemple, des formats de branches de différentes longueurs qui vous permettent de visualiser les options qui ont des effets les plus rapides, parce que parfois le critère de la rapidité est premier sur le coût, par exemple. Sachant qu'ici, vous terminez par l'estimation des coûts. Alors cet outil, vous le retrouverez quand on abordera dans quelques mois les processus qualité, puisqu'en fait, cet outil il peut aussi être utilisé en amont d'une identification de décision, puisque c'est aussi un outil d'analyse des causes d'un problème. Au lieu d'avoir une décision à prendre, là, vous pouvez identifier un problème et au lieu d'avoir vos options décisionnelles, vous avez vos hypothèses de cause. Et ensuite, vous déclinez vos hypothèses de cause en sous-hypothèses jusqu'à la résolution possible ici. On reviendra dans quelques mois sur cet outil. Voilà pour le premier outil à votre disposition. Le deuxième, c'est la matrice de décision. Alors l'objectif avec cette matrice, c'est un peu la même chose qu'avec l'arbre décisionnel, mais vous allez voir, il a un autre intérêt, c'est-à-dire qu'il permet d'évaluer le poids de chaque option, de les pondérer et de les visualiser. Les étapes d'utilisation de cette matrice, c'est comme pour l'arbre décisionnel, c'est d'identifier la décision à prendre, de lister les choix possibles, donc vos options. Mais là, il s'agit dans cet outil de choisir des critères qui vont vous permettre, au moment du listage des options, de définir les critères sur lesquels vous allez arbitrer entre vos options. Vous construisez votre matrice et ensuite vous remplissez la matrice pour choisir l'option. Les avantages, c'est également extrêmement facile d'utilisation et de modélisation. C'est utile lorsqu'il y a de nombreuses options et de nombreuses variantes. Ça évite d'avoir, par rapport à l'arbre décisionnel, un arbre trop complexe ou trop fouillis. Et c'est plus précis et plus exhaustif que l'arbre décisionnel. En plus, c'est un outil ludique puisque il y a de la pondération, donc il y a de la participation. J'ajouterai un avantage, c'est que il permet d'éviter l'écueil du vote et d'être plus précis qu'un vote, parce que bien souvent un vote c'est oui/non. Et dans les votes, vous avez les effets de groupe, les biais d'effets de groupe, comme on l'a vu dans le cours précédent, les biais d'effets de groupe où les plus expressifs ou les plus costauds entre guillemets prennent le pas sur les plus discrets. La pondération a l'avantage de permettre une expression individuelle qui peut être écrite et non pas orale. Et ensuite, la pondération, c'est pas de l'ordre du oui/non, c'est de l'ordre d'une cotation entre 1 et 5. Donc ça permet une graduation et une participation de chacun et d'amener un éclairage de chaque contributeur à la décision. Les inconvénients, il vous faut un système d'information fiable, puisque vous allez avoir besoin c'est valable aussi pour l'arbre décisionnel, pour pouvoir aller jusqu'au bout, notamment de l'opérationnalité, ça nécessite de la précision, surtout lorsqu'on est dans l'anticipation, et donc d'avoir un système d'information performant. Le deuxième inconvénient, c'est la face de la pondération, c'est-à-dire la subjectivité de la pondération. C'est-à-dire la pondération est un avantage dynamique et de modulation et de précision, de participation aussi de votre groupe, mais c'est aussi une pondération subjective, donc c'est une limite également. Mais comme on l'a vu dans les cours précédents, une décision n'est jamais complètement rationnelle. Moi, je considère que
la participation et la subjectivité est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Mais bon, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que cette subjectivité peut aussi vous orienter défavorablement. Donc comment ça se présente? Eh bien, ça se présente sous forme de tableau. Alors là, vous avez un exemple. Quelle solution informatique choisir pour le dossier du résident? Donc vous construisez votre tableau. Ici, bon, j'ai repris sur Internet un tableau existant. Hein. Vous avez vos candidats, vos fournisseurs. Hein. Vous pourriez avoir Axapa, je ne sais quel autre fournisseur. Et puis vous déterminez collectivement sur quels critères vous allez arbitrer entre vos fournisseurs. La livraison, le service client, la qualité du produit, son prix, la qualité de suivi de service après-vente, ça c'est extrêmement important à l'expérience sur le choix d'un dossier. Et vous voyez que vous avez un critère de pondération. Et là, effectivement, moi j'aurais mis 4 voire 5 ici. Bon, sur l'exemple, c'est 2. Coefficient 2, la qualité coefficient 5, la livraison coefficient 3. Voilà, et en fait, vous faites voter votre groupe dans chacun des critères, ce qui fait que les points de 1 à 5 de chacun des participants se cumulent dans ces cases, et en fait, vous avez un résultat qui est lié à la pondération, c'est-à-dire le vote de vos participants par le degré de pondération, et ça vous donne à la sortie un total pondéré qui vous permet d'arbitrer entre vos fournisseurs, donc pourquoi pas entre vos options si vous êtes dans l'utilisation d'une décision en interne. Voilà, c'est un outil intéressant, surtout si vous le combinez avec la loi de Pareto, qu'on verra en qualité, c'est-à-dire que 20% des causes génèrent 80% des effets. Vous pouvez consolider votre arbitrage au regard de votre pondération. Dernier outil, alors il y en a d'autres, mais la matrice d'Eisenhower. Alors c'est parfois, bon, c'est un peu humoristique en même temps. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aider à définir et gérer des priorités, de garder de l'énergie pour les objectifs, de concentrer l'énergie sur ce qui est essentiel et d'être disponible aux imprévus. Et les étapes, c'est de lister les tâches à réaliser, leur affecter un degré d'importance, donc une forme de pondération aussi, et d'urgence, et les classer selon 4 axes, hein, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à planifier, à déléguer ou à éliminer. Alors, c'est un outil qui prête parfois à sourire, mais bon, j'ai rencontré des managers qui n'arrivaient pas à faire cette pondération, étaient noyés sous les tâches. Donc, voilà, ça se présente comme cela. Donc, le degré d'importance vers la droite, le degré d'urgence vers le haut. Lorsque vous avez des tâches ou des objectifs ou des options qui sont urgentes et peu importantes, il faut déléguer à ceux qui feront mieux que vous. Lorsque vous avez peu d'importance et peu d'urgence, est-ce utile de décider, est-ce utile de faire, plutôt éliminer. Lorsque c'est très important mais pas urgent, c'est à planifier. Qu'est-ce qui peut attendre pour vous concentrer et orienter vos décisions sur ce qui est urgent et important. Voilà, donc ces 3 outils sont à votre disposition. Donc nous verrons ensemble dans les prochains cours et dans les prochains exercices, que ce soit au sein du DEF2 ou que ce soit dans le dossier d'analyse stratégique. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt.